On poursuit chez le boxeur par le poignet. Avec M. Jahoua. Bonjour à tous. Alors, pour vous parler du poignet du boxeur, on a constitué un duo de rusticité et de charme. Je vous laisse deviner où se trouve le charme. C'est bon, on peut partir. Alors, donc, des pathologies fréquentes chez le boxeur avec des entorses. Elles vont de l'entorse bénigne où on a une simple élongation du ligament à l'entorse grave avec une rupture du ligament. Et on va vous parler aussi un peu de fracture. Donc, ces lésions sont des résultantes en général d'un traumatisme en hyperextension du poignet. Et il faut faire attention chez le boxeur toujours aux pathologies cachées. Il faut savoir que le médecin de terrain chez le boxeur voit le boxeur avant les combats et il est après au plus près, tout près du ring. Avant le combat, il faut bien examiner ces boxeurs, cardiovasculaires, examens neuro, etc. Mais aussi les poignets. Et souvent, ils se présentent déjà avec leur bandage, donc c'est difficile d'examiner un poignet dans ces conditions. Donc il faut exiger de les voir assez tôt avant le combat. Donc l'anatomie, vous la connaissez. On va se contenter de parler de la première rangée du carpe et de la radiocarpienne. Donc avec principalement le ligament scapho-lunaire, le lunotriquétral et le triangulaire. On va le laisser de côté puisque pour la boxe, il est très peu concerné. Et puis évidemment le scaphoïde. Alors, comment faire le diagnostic ? Comme toujours, avec la clinique, l'histoire clinique et surtout le mécanisme lésionnel. La douleur, elle n'est pas toujours très présente et on n'aura pas ou peu de corrélation entre la gravité de la lésion et l'intensité de la lésion. On pourra retrouver de temps en temps une petite ecchymose, un œdème. Il y aura peu ou pas de déformation. Et évidemment, si l'examen clinique est très fin, on aura une douleur exquise à la pression. On fera systématiquement des radiographies, donc face-profil standard, plus ou moins une face point fermé, et des clichés en inclinaison radiale, inclinaison ulnaire. Alors, quel piège éviter ? Déjà, ne pas faire de radio. On va pouvoir trouver parfois des fractures un petit peu particulières, comme cette fracture du rebord postérieur de l'extrémité inférieure du radius. Évidemment, on va rechercher des fractures du scaphoïde. Ici, on a une luxation du lunatome. Vous voyez bien, je pose. Et surtout, le piège à éviter, c'est la négligence. Alors, premièrement, la lésion du scapho-lunaire. Donc, on aura cliniquement une douleur qui sera déclenchée en flexion-extension, une douleur à la pression, vraiment dans l'axe du troisième rayon, juste sous la radiocarpienne. La manœuvre de Watson, on va rechercher un ballottement scapho-lunaire, un petit œdème, une ecchymose éventuelle, et on va faire des examens complémentaires. Donc les radios, on en a déjà parlé. Donc ici, c'est normal. Ici, vous voyez un diastasis. Donc là, c'est très très net. Et puis sur le profil, vous avez une horizontalisation du scaphoïde. On va passer assez rapidement à l'arthroscanner, qui est vraiment l'examen princeps et qui va nous signer le diagnostic. Ici, vous avez un arthroscanner normal. Ici, vous voyez que le produit de contraste passe bien dans les deux compartiments et donc ça signe la lésion. On retrouve ici, là, sous les petites flèches. Parfois, les patients arrivent avec des IRM. Alors bon, ce n'est pas l'examen princeps, mais on va retrouver aussi des lésions au niveau du scapho-lunaire. Donc la place du traitement orthopédique, si on a une lésion aiguë et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de diastasis, on va pouvoir mettre une attelle, une orthèse poignée pendant 6 semaines.
Et si par contre on a un diastasis d'emblée important, on va passer la main au chirurgien. Je crois que c'est ça. Voilà, donc en cas de diastasie scapholinaire ou quand on est sur une lésion chronique, on va passer une intervention chirurgicale pour réparation du ligament scapholinaire qu'on peut réaliser sous arthroscopie et éventuellement un brochage si le diastasis est important. Et il faut savoir que non traitées, ces lésions peuvent évoluer vers une arthrose radiocarpienne, puis médiocarpienne et un collapsus du carpe. Donc l'intervention chirurgicale pour réparation du ligament scapholinaire est réalisée sous arthroscopie, comme vous voyez ici, en ambulatoire. On fait une anesthésie loco-régionale. On exerce une traction sur le poignet de manière à ouvrir l'articulation pour pouvoir passer les instruments. Vous voyez qu'on a des instruments qui sont assez fins et donc on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur du poignet. Donc là, on va faire un premier temps pour voir les lésions. Vous voyez que le cartilage est bien et vous voyez ici le ligament scapholinaire qui est déchiré à ce niveau-là, avec une rupture du ligament scapholinaire et des cartilages qui sont sains. On va donc commencer par faire un débridement avec un petit shaver qui est un couteau qui tourne comme ça, qui nous permet d'aviver les lésions et de les nettoyer pour pouvoir permettre d'avoir une cicatrisation et également faire une synovectomie pour nettoyer un peu tout le tissu inflammatoire. On va ensuite passer 2 aiguilles qui sont passées à travers la capsule articulaire qui est là, en arrière, puis à travers le ligament scapholinaire de part et d'autre de la lésion. Ici, on est en radiocarpien de ce côté-là, et on va ensuite passer notre caméra par une autre voie d'abord, de l'autre côté, en médiocarpien. Donc là, vous voyez les 2 aiguilles qui sont passées par le radiocarpien en direction du médiocarpien à travers le ligament scapholinaire. On va donc ici passer le scope en médiocarpien et vous voyez que on a ici le scaphoïde, là on a le lunatome, les 2 aiguilles qui passent entre les deux dans le ligament scapholinaire et on va aller attraper nos 2 fils et les ressortir de l'articulation à l'extérieur du poignet pour faire un nœud. Donc là, le nœud est réalisé à l'extérieur du poignet, puis on va tirer sur les fils de manière à appliquer le nœud sur le ligament scapholinaire. Et vous voyez que quand on tire dessus, on voit le scaphoïde qui se réduit, qui se remet en place et qui permet de réparer le ligament et de faire la suture. Donc la suture sera ensuite réalisée après avoir enlevé la traction de manière à détendre un petit peu tout ça et que la suture soit bien tendue. Vous voyez que ça, c'est une coupe sur cadavre qui a été réalisée. On a une suture qui prend le ligament scapholinaire, tout le septum, capsule ligamentaire dorsale et la capsule derrière. Et on a un nœud qui tient bien. Néanmoins, il faut malgré tout mettre une immobilisation pour ne pas faire sauter le nœud après. Et donc, on garde une attelle pendant 6 semaines après l'intervention. Puis, il y aura une rééducation. Vous voyez que les incisions, les cicatrices sont très peu visibles après cette intervention et on récupère de très bonnes amplitudes articulaires. Dans les cas stade 4, vous voyez que là, on passe entre le scaphoïde et le lunatome, on arrive à passer de médiocarpien à radiocarpien à travers. Donc là, on est sur un stade 4 avec une grande instabilité. Et dans ces cas-là, on va mettre des broches pour stabiliser la lésion en attendant la cicatrisation. Donc, quelques résultats sur une étude qui avait été faite entre 2008 et 2013 sur 221 lésions du ligament scapholinaire réparées. L'âge moyen était de 38 ans. Dans la grande majorité, il s'agissait d'accidents de sport avec un délai moyen de 7 mois. Et avec 39 mois de suivi. Vous voyez que la douleur passe d'une EVA de 7 à 0,9. Il y a eu 5 cas d'échec qui étaient des stades 5 statiques avec un important diastasis initialement. Vous voyez ici que les amplitudes articulaires ont très bien récupéré par rapport au préopératoire et sont assez proches du côté controlatéral avec une très bonne récupération des amplitudes et des amplitudes qui sont normales dans 84% des cas.
Au niveau de la force également, on a récupéré la force par rapport au préopératoire avec une force qui est tout à fait comparable au côté contralatéral. Et tous les patients ont pu reprendre le sport à leur niveau. Au niveau du score fonctionnel, on a un DASH qui s'est également très nettement amélioré et la satisfaction des patients qui est dans la grande majorité des cas excellente ou bonne. Donc, on a remarqué que les résultats sont liés au stade préopératoire. Les échecs étaient des stades 5 avec un gros diastasis. Les résultats sont également liés au délai de prise en charge, mais le résultat est meilleur si le délai est court. Il y a eu quelques cas de raideur, mais qui sont néanmoins avec des amplitudes articulaires qu'on considère comme récupération des amplitudes incomplètes, mais néanmoins tout à fait satisfaisantes, et très nettement meilleures par rapport à l'intervention à ciel ouvert. Et il y a eu 4 cas d'ergodystrophie. Alors on passe au deuxième ligament, le lunotriquétral. On va aller très vite là-dessus. Donc les douleurs, cliniquement douleurs en flexion-extension, toujours un petit œdème, éventuelle ecchymose et examen complémentaire. Pareil, on va demander des radiographies et on va faire un arthroscanner. On pourra avoir en aigu un traitement orthopédique avec la même attelle que précédemment, donc une attelle de poignet empêchant la flexion-extension. Traitement chirurgical éventuellement, donc en fonction de la persistance de la douleur pour les lésions chroniques. On va passer à la fracture princeps, qui est la fracture du scaphoïde carpien, ou du moins les fractures du scaphoïde carpien. C'est vraiment la lésion traumatique la plus fréquente du poignet, avec 71%. C'est une fracture articulaire, donc arthrogène. La dimension ligamentaire, on vient d'en parler. Je pense que vous savez tous que cet os a une très mauvaise vascularisation. La vascularisation se fait par le pôle distal et le pôle proximal n'est absolument pas vascularisé. Mécanisme lésionnel, toujours une hyperflexion dorsale, mais il peut y avoir aussi une torsion, une pronation, inclinaison radiale et un scaphoid impingement. Un petit rappel sur la classification, enfin une des classifications, la classification d'Herbert en particulier, donc avec les fractures du pôle proximal, les fractures du corps et la fracture du tubercule distal. On va distinguer des fractures stables qui seront des fractures partielles du pôle distal ou des fractures incomplètes du corps et des fractures instables, fractures verticales obliques, complètes du corps ou des fractures du pôle proximal. Donc les fractures stables vont pouvoir avoir un traitement orthopédique et les fractures instables, ça sera chirurgical. Il y a très très fréquemment des retards de consolidation et on va parler de pseudarthrose au-delà de 6 mois. Le diagnostic cliniquement, bon, classiquement, on a l'œdème de la tabatière anatomique, la douleur exquise à la pression, le piston du premier rayon qui est douloureux, et surtout, il ne faudra pas oublier de rechercher les signes négatifs, une styloïde radiale indolore et un premier méta indolore également. On va faire des examens complémentaires, les radiographies standards, classiquement, donc face profil, les incidences du scaphoïde, classiquement les incidences de Schreck. Il faut savoir que le scaphoïde n'est pas parallèle au film et il va falloir multiplier les incidences pour essayer de trouver le trait de fracture. Donc ici, vous avez une fracture assez nette du scaphoïde et ici, une fracture du pôle proximal. En dessous, vous avez des images de scanner, donc des images de fractures récentes du scaphoïde. Donc ici avec la reconstitution 3D. En cas de doute, ne pas hésiter à refaire des radios. On met une attelle en attendant et on refait des radios 10 jours. Ou si le scanner n'a pas été fait, on va pouvoir faire un scanner. Donc je pense que là, il n'y a pas de doute possible. Encore une fois, les gens parfois arrivent avec leur IRM, donc on aura soit des images en T1
qui pour moi, ne sont pas très parlantes, soit des images en T2, où là, on sait qu'il se passe quelque chose, et nécessairement, s'il n'y a pas eu de scanner, on fera un scanner. Donc, orthopédiquement, si la fracture est non déplacée, donc on a parlé tout à l'heure des fractures stables, on peut se permettre de faire un traitement orthopédique avec une orthèse de poignet. Le pouce est libre et on va laisser cette orthèse ou cette résine pendant 3 mois. Si la fracture est instable, on va passer la main au chirurgien, c'est le cas de le dire. Je crois que c'est bon. Donc à ce moment-là, on peut faire une réduction ostéosynthèse par vis sous contrôle arthroscopique. Dans certaines fractures non déplacées, on fait également une ostéosynthèse de manière à pouvoir diminuer le temps d'immobilisation si besoin. Il faut savoir que non traitée, la fracture du scaphoïde évolue vers la pseudarthrose du scaphoïde, puis vers une arthrose radiocarpienne et médiocarpienne. Et vous voyez ici donc la fracture du pôle proximal du scaphoïde avec une importante arthrose ici radioscaphoïdienne. Et vous voyez une importante arthrose également médiocarpienne avec la tête du capitatum, la tête de l'hématome et le lunatum qui sont totalement en conflit, des géodes qui apparaissent un petit peu partout et ce poignet qui est très, très dégénératif. Donc, l'intervention est réalisée là également en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale avec une vis percutanée. On va faire une toute petite voie d'abord palmaire qui va permettre de mettre en place une vis. La vis est donc introduite en percutanée dans l'axe du scaphoïde sous contrôle radio. Ensuite, on va faire un contrôle arthroscopique qui va nous permettre de vérifier la réduction et la stabilité de cette réduction. Donc, vous voyez ici, on est dans l'articulation en médiocarpien. Vous voyez que les cartilages sont tout à fait satisfaisants. On a ici le ligament scapholinaire qu'on va vérifier dans le même temps. Vous voyez qu'il n'y a pas de diastasis entre les deux. Les zones ne s'écartent pas, donc le ligament scapholinaire est bien. Et vous voyez ici la fracture qui est réduite, qui est stabilisée par la broche. Et vous voyez qu'il n'y a pas de mobilité dans le foyer de fracture. La fracture est bien stabilisée. Et on va pouvoir mettre en place la vis. Donc, on va mettre en place une vis cannulée sous contrôle radio. On fera un nouveau contrôle arthroscopique qui va contrôler l'absence de saillie de la vis, la réduction et, si besoin, faire une suture des ligaments s'il y a une lésion ligamentaire associée. Donc, vous voyez ici la vis dans le scaphoïde qui est en place. En cas de lésion ligamentaire associée, on va pouvoir mettre une attelle thermomoulée le temps que le ligament cicatrise. Sinon, la mobilisation immédiate est possible. On fera une rééducation si besoin. Vous voyez que là non plus, il n'y a pas de cicatrice gênante. Quelques chiffres. Dans une étude de 53 patients qui ont été ostéosynthésés en percutanée, 31 avec un contrôle arthroscopique. Maintenant, je fais un contrôle arthroscopique systématique. C'était 16 côté gauche, 37 côté droit. 20 de ces patients étaient des travailleurs manuels. L'âge moyen à la chirurgie était de 33,9 ans. C'était en général des patients jeunes. Le délai était de 7 jours et le suivi moyen était de 23 mois. La consolidation a été obtenue en moyenne au bout de 50 jours et les patients ont pu reprendre leur activité assez tôt. On a une très bonne récupération des amplitudes articulaires puisque l'arthroscopie et le percutané permettent de ne pas en raidir. Et d'autant plus, s'il n'y a pas de lésion ligamentaire associée, les patients peuvent rebouger très rapidement. On récupère également une très bonne force par rapport au côté controlatéral. Il y a eu un cas de non-consolidation et 9 ablations de la vis, 5 pendant le même temps opératoire pour un problème de saillie de la vis et 4 post-opératoires parce qu'il y avait une petite saillie de la vis en distale, qui gênait un petit peu. Vous voyez que le Myers Risk Score était très bon, excellent et bon dans la grande majorité des cas, avec également une très bonne satisfaction, 45 cas sans réserve et 6 cas avec réserve. Donc, en conclusion, la fracture du scaphoïde peut passer inaperçue. Au moindre doute, il faut refaire des radios ou un scanner. Une fracture non déplacée peut être traitée orthopédiquement ou une ostéosynthèse par vis si on veut diminuer le temps d'immobilisation. En cas de déplacement, on fait une réduction et ostéosynthèse par vis avec un contrôle arthroscopique. Je laisse conclure. Merci. Et donc, en conclusion générale, ne pas négliger une entorse du poignet.
On va toujours rechercher une fracture du scaphoïde. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a une, et donc on va la chercher. Lorsqu'il y a une douleur persistante, il va falloir rechercher une lésion ligamentaire intrinsèque et donc un arthroscanner pour s'acharner à faire un bon diagnostic et éventuellement le traiter chirurgicalement. On va faire des radios, le traitement orthopédique pour une lésion ligamentaire aiguë avec un diastasis qui est modéré ou inexistant, ou pour une fracture non déplacée. En sachant, j'ai oublié de vous dire, pour le scaphoïde, que si on a affaire à un sportif de haut niveau avec une fracture du scaphoïde non déplacée, on va très probablement lui proposer quand même un traitement chirurgical pour essayer de raccourcir l'évolution. Et puis évidemment, le traitement chirurgical, on l'a vu. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, je voudrais poser une petite question technique à Mathilde. Quand tu as une fracture du pôle proximal, le fragment est très petit. Et est-ce que tu mets quand même une vis, tu arrives à attraper le morceau ? Alors, quand on est sur le pôle proximal, ce qu'on peut faire si on a un petit fragment, c'est qu'on peut le prendre en sandwich. On va faire à ce moment-là avec des broches qui passent du scaphoïde dans le pôle proximal et dans le lunatome. Et ça nous permet de le stabiliser parce que sinon, effectivement, si on met une vis qui ne prend que par un tour de vis tout en haut, le petit pôle proximal peut tourner autour et à ce moment-là, ça stabilise pas. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des broches qui passent en scapho-lunaire et à ce moment-là, on les passe vraiment jusque dans le lunatome. Comme ça permet de bien le fixer entre les deux. Quand il est tout petit, pourquoi vous ne le retirez pas ? Parce que tu as du cartilage dessus, c'est le ligament scapho-lunaire qui est fixé dessus, etc. Donc après, si vraiment on a un pôle proximal qui est nécrotique, qu'on ne peut pas le reconstituer, etc., à ce moment-là, on peut le retirer et mettre un petit implant en pyrocarbone. Mais là, quand on est dans la pseudarthrose. Sinon, si on peut obtenir une consolidation, c'est quand même mieux. Oui, je parlais quand il était tout petit. Parce que quand il est tout petit, il ne va jamais consolider. Si. Ah bon. Bon,